Bonsoir à tous, bienvenue. Nous sommes ravis de vous accueillir à notre conférence mensuelle online qui sera dédiée ce soir aux émeraudes. Donc, la conférence est intitulée Garden of Emeralds, Jardin d'émeraudes, en lien avec une exposition dont nous allons vous parler, qui a lieu en ce moment même, en tout cas à Dubaï, pour inaugurer l'ouverture de notre nouveau campus de l'école des arts joailliers à Dubaï. Je m'appelle Marie-Laure, je suis gémologue et historienne d'art, enseignant-chercheur à l'école, et je suis ravie d'être ce soir avec Laetitia Gilles-Guéry, qui est docteur en géosciences, gémologue et professeure à l'école. Et donc nous allons passer une heure ensemble. Pour ceux qui parmi vous ne connaîtraient pas l'école des arts joailliers, alors le campus de Paris a ouvert en 2012 avec le soutien en fait de Van Cleef & Arpels. Et l'idée, c'est vraiment de faire connaître au grand public le monde du bijou au sens large, à travers donc 3 thèmes principaux, la gémologie, donc le monde des pierres, qui est un peu notre spécialité, l'histoire de l'art, et puis aussi bien sûr les savoir-faire, et donc sur nos différents campus, donc Hong Kong, Shanghai, ouvert depuis septembre dernier, et maintenant Dubaï, eh bien, nous proposons des cours, des conférences, des ateliers, des expositions, bien sûr, et puis des publications sur ce thème qui nous passionne, le bijou. Alors ce soir, pendant la conférence, nous aurons de l'autre côté de l'écran 2 personnes qui répondront à vos questions, Laure-Hélène Delbo, qui est gémologue, et Céline Gallin, qui est historienne d'art et qui est responsable des conférences ici à l'école. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans la section questions-réponses, afin qu'elles puissent vous répondre, et puis nous répondrons à la fin aussi à une sélection donc, de questions. Donc, cette magnifique exposition, inaugurée il y a peu de temps à Dubaï, pardon, curatée par Olivier Segura avec l'aide de Adèle Haribo. Nous allons commencer avec une merveille absolue de la nature. Alors Laetitia a eu la chance de voir l'exposition la semaine dernière à Dubaï, hein, pas moi, pas encore en tout cas. Et donc, peux-tu nous parler de ce magnifique brut, enfin il s'agit d'une druse d'émeraude. Oui. Alors ce qui est assez incroyable, hein, c'est avec cette pièce, c'est déjà sa taille en fait, hein, 33 kg, 65 cm, c'est important hein, comme spécimen. Également, c'est une pièce qu'on ne peut pas rater quand on va voir l'exposition, puisqu'elle est juste devant l'entrée. Donc comme ça, on ne peut pas la manquer. Donc les visiteurs sont accueillis par cette merveille. Exactement, cette merveille qu'on appelle le Goliath, qui vient en fait de Zambie, de la mine de Kagem, qui est exploitée par Gemfields. Ce qui est incroyable avec cette pièce, au-delà de sa taille, c'est la qualité des émeraudes. Il y a une centaine de cristal d'émeraude sur ce brut, entouré de sa roche-mère. Et ces cristaux sont non seulement de taille assez importante, hein, les plus gros vont autour de 7-8 cm, parfaitement formés, parfaitement cristallisés, avec cette forme de hexagone, de prisme hexagonal qu'on va retrouver, qu'on expliquera davantage, mais également leur qualité. La couleur est extrêmement saturée, intense, et puis la pureté également, puisqu'habituellement sur ce genre d'échantillon, on a plus l'habitude de voir quelque chose de très opaque, assez rocheux, alors que là, on est sur de la qualité gemme en fait. Hein. Donc c'est incroyable en termes de qualité, de couleur, de taille, alors que l'émeraude, et on en reparlera, est extrêmement rare en fait comme minéral. Donc en avoir une centaine sur 65 cm, c'est incroyable. Une véritable merveille. Alors, notre programme, donc pour découvrir cette gemme exceptionnelle, donc tout d'abord, Laetitia va nous expliquer ce qu'est une émeraude.
Efficace comme question. Qu'est-ce que l'émeraude? Exactement. Puis nous explorerons un petit peu l'importance culturelle et symbolique de la couleur verte, puisque si cette gemme est si appréciée depuis qu'elle a été découverte dans l'Antiquité, eh bien c'est en grande partie grâce à sa couleur. Exactement. Et puis nous partirons à la découverte des gisements d'émeraude autour de la planète, donc dans un parcours à la fois historique et géographique. Et bien qu'on va répondre à qu'est-ce que l'émeraude d'un point de vue scientifique, il y a toujours la question de l'étymologie du mot. Absolument, l'étymologie. Moi, j'aime beaucoup commencer par l'étymologie. Ça nous donne toujours beaucoup d'informations sur la signification d'un terme. Donc, le mot émeraude, en fait, vient du grec smaragdos, qui va donner le latin smaragdus et qui signifie pierre verte brillante. Et il y a certainement, en fait, un lien aussi avec le persan zamarat. Qui est donc un terme très important aussi. Et donc, smaragdus va donner emerald en anglais, esmeralda en espagnol, smaragd en allemand, etc. Donc, le terme va se décliner en fonction donc, des différentes langues. Donc, pierre verte brillante, en fait, on va découvrir que l'émeraude n'est pas une pierre particulièrement brillante, en tout cas du point de vue de ses indices de réfraction. Mais ce qui est très intéressant, c'est que notamment dans la mythologie antique, je pense notamment aux Métamorphoses d'Ovide, l'émeraude est associée au dieu du soleil, Phébus. Donc, qui est décrit par Ovide comme assis sur son trône resplendissant du feu des émeraudes. Et il est vrai que certaines émeraudes exceptionnelles, par leur transparence et leur couleur, on a l'impression qu'elles s'illuminent de l'intérieur parfois. Et c'est probablement pour cette raison qu'on a associé donc l'émeraude au soleil. Alors, d'un point de vue scientifique, si on parle d'émeraude, on va être obligé de parler des béryls, en fait. Mais sachant que les béryls, si on s'adresse à un minéralogiste ou à un gémologue, on n'aura pas la même réponse. Puisqu'un minéralogue vous dira que c'est un super groupe de minéral dans lequel on va retrouver la pezzotaïte, la ginkgovélite, etc. et le béryl. Donc c'est le principe des poupées russes. Et dans les béryls, on va ensuite décliner donc, des variétés en fonction des couleurs. À savoir que le béryl, c'est un silicate de beryllium et d'aluminium, et que d'un point de vue de composition chimique, en fait, sous sa forme pure, c'est incolore, ce qu'on appelle la gauchénite. On a un exemple en photographie ici, et puis si on ajoute des éléments chimiques, on va retrouver différentes couleurs. Alors ici, on a une sélection de pierres taillées qui sont en fait de la collection de l'école, de l'école des arts joailliers. On va retrouver la gauchénite, donc la forme incolore la plus pure chimiquement du béryl. Et puis ensuite, selon les éléments chimiques que l'on ajoute, on a différentes couleurs. Alors, si on ajoute du fer, selon son état d'oxydation, selon le site qui va occuper la structure, on aura soit des teintes jaunes, un peu or, qu'on appellera héliodore, soit on aura les teintes bleues avec l'aigue marine. Si on ajoute à l'inverse du manganèse, on aura, selon la teneur, soit du rose, soit du rouge, avec donc la morganite en rose et le béryl rouge en rouge, mais qui sera l'une des variétés les plus rares. On les retrouve seulement aux États-Unis, dans les Wawa Mountains, dans l'Utah. Les cristaux en général sont seulement centimétriques, 1 centimètre à peine. Donc souvent la version taillée transparente est encore plus petite comme ici. Et puis on va le voir, si on ajoute du chromium, du chrome ou du vanadium, on aura l'émeraude. Donc notre sujet d'intérêt de ce soir. Et donc on a une animation qui vous présente la structure atomique du béryl et donc de l'émeraude. On retrouve donc la structure avec ces anneaux de silicium et d'oxygène. C'est pour ça qu'on parle de cyclosilicate également pour le béryl. Et puis ensuite les sites de beryllium et d'aluminium. Et donc, si on regarde cette structure, en fait, ce qu'on voit, c'est donc en vert nos atomes de beryllium, en bleu nos atomes d'aluminium,
qui sont voisins, et on retrouve donc ces anneaux de silicium et d'oxygène en bleu avec les oxygènes en rouge. Donc Be3, Al2, Si6O18 pour la formule du béryl. Mais pour l'instant, on n'a encore que la variété incolore, la gauchénite. Et si on ajoute du chrome et ou du vanadium qui va venir en impureté dans notre structure, on aura une émeraude. Qui remplace les atomes d'aluminium. Exactement. En site octaédrique. Et si on regarde cette structure, ce qu'on va pouvoir également remarquer, c'est qu'en fait, on a une symétrie dans ce motif et qu'en l'occurrence, on retrouve un schéma qui est proche de l'hexagone, puisqu'en fait, on a un axe de symétrie d'ordre 6. On retrouve 6 fois, si on tourne 6 fois, on retrouve le motif. Et donc, cette forme hexagonale qu'on retrouve dans la structure se retrouve d'un point de vue de structure par le fait qu'on est en système cristallin hexagonal. Et en fait, c'est le principe des Legos. Si on utilise des Legos qui s'apparentent à la forme hexagonale et qu'on les assemble entre eux, à la fin, on obtient un prisme un grand hexagone, un prisme hexagonal. Et c'est ce qu'on voit sur cet échantillon d'émeraude, sur ce spécimen vraiment exceptionnel. C'est une émeraude de Colombie de museau. Et donc, si on regarde de plus près, on verra qu'on retrouve cette forme hexagonale au sommet en forme prismatique. Et cet échantillon, d'ailleurs, qui est présenté dans l'exposition à Dubaï. Et on remercie l'École des Mines et Héloïse Gaillot, la conservatrice, d'avoir prêté plusieurs échantillons de la collection, dont celui-ci. Donc cette magnifique émeraude parfaitement cristallisée, de très haute qualité du point de vue de la couleur, de la transparence, en association avec la roche-mère. Vraiment un échantillon incroyable. Donc là, on a vu le cas de l'émeraude. Mais si on s'intéresse à savoir un peu plus, en fait, on a la question de la distinction entre l'émeraude et le béryl vert. Oui, ça c'est très important sur le marché. Voilà, puisqu'en fait, la définition de l'émeraude, c'est que c'est un béryl vert dont la couleur est due au chrome et ou au vanadium. Mais le vert dans les béryls peut être dû à une autre cause de la couleur, il peut être dû au fer. Et dans ce cas-là, en fait, on ne parlera pas d'émeraude, on parlera de béryl vert. Et c'est intéressant sur ce document qui est présenté par le laboratoire SSEF, c'est qu'on retrouve cette distinction à la fois par la chimie, entre la teneur importante en fer et la teneur en chrome, mais également au niveau de la couleur et de l'influence que ça a sur la couleur en termes de saturation et d'augmentation, puisque dans la nature, on ne va pas retrouver des béryls uniquement colorés au chrome ou uniquement colorés au fer, on va retrouver toute une gamme. Voilà, donc dans les émeraudes, il y a du fer, en général en quantité variable. Et donc la question est de savoir si la quantité du fer est plus importante ou moins importante que celle du chrome pour déterminer l'appellation. Et ce qui nous amène à la question de la formation de ces émeraudes, puisqu'en fait, on voit que pour avoir une émeraude, on va avoir besoin du beryllium comme élément majeur de la pierre, pour être un béryl, et qu'on a besoin du chrome pour avoir cette variété en tant que couleur. Le problème, c'est que le beryllium et le vanadium, en fait, sont deux éléments chimiques rares à la surface de la Terre, et en plus, qui n'apparaissent pas dans les mêmes structures géologiques. On va retrouver le chrome dans ce qu'on appelle les roches mafiques et on va retrouver le beryllium dans ce qu'on va appeler les fluides hydrothermaux. Alors pour les fluides hydrothermaux, en fait, on peut imaginer de l'eau très chaude qui va passer à travers les fractures, les fissures. Et en fait, en se faufilant comme ça, elle va venir dissoudre la roche qui l'entoure. Et si cette roche est une roche mafique avec du chrome, elle va venir dissoudre le chrome, l'incorporer dans le fluide, et à ce moment-là, on a enfin un état où on a et le beryllium et le chrome au même endroit, au même moment, ce qui va permettre la cristallisation de l'émeraude. Et de fait, on va retrouver l'émeraude au niveau en fait, de la limite entre ces deux structures, entre ce qu'on va appeler du coup la pegmatite pour la partie du fluide et la roche mafique. Et c'est un paradoxe d'avoir en final ces deux éléments chimiques en même temps au même endroit. C'est pour ça que l'émeraude est si rare dans la nature si on compare avec d'autres béryls. Avec d'autres béryls. Et donc on a ici devant nous des échantillons de brut qui appartiennent également à la collection
de l'école. Alors, ils ne sont pas formés selon le principe qu'on voit sur le schéma, puisque sur le schéma, on est sur un principe de formation de la pegmatite qu'on retrouve par exemple au Brésil, mais il existe plusieurs process qui sont possibles pour former des émeraudes, assez similaires mais différents. Donc ici, l'importance des fluides voilà, pour le transport des éléments chimiques. Exactement, et donc ici on a 3 échantillons qui en fait viennent de Colombie, mais on va retrouver des choses importantes puisqu'en fait on va retrouver l'encaissant, la roche-mère autour, en l'occurrence ici un châle noir où on va retrouver le chrome, et puis là on a la calcite qui en fait vient de la formation des fluides hydrothermaux dans lequel il y avait le beryllium, et à la jonction on retrouve en fait des cristaux d'émeraude à ce niveau-là, en doré la pyrite, en blanc la calcite. Et on a ainsi d'autres exemples ici, 2 autres exemples également de Colombie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, on retrouve encore une fois cette forme de prisme hexagonal avec l'hexagone au sommet et le prisme ici. Voilà, et donc l'émeraude, de par ses caractéristiques, ses propriétés physiques, on va les découvrir Exactement. Juste après. En fait, on ne la trouve que dans son lieu de formation, donc en gisement primaire. Notamment Exactement. À cause de sa fragilité. Donc gisement primaire, le lieu de formation des pierres, oui. Et gisement secondaire, là où l'érosion transporte les pierres, et si c'est trop fragile, on n'en trouve pas. Absolument, donc on va trouver en gisement secondaire des diamants, des corindons, voilà. d'autres gemmes, des spinels, des grenats. Qui ont une dureté, une résistance plus élevée. Plus élevée que l'émeraude. Donc voilà, l'émeraude est une gemme délicate. Alors, dans la nature, on va la trouver donc de transparent à opaque. Bon, les émeraudes transparentes, parfaitement transparentes, c'est quand même très rare. C'est exceptionnel. On va plutôt les trouver de translucides à opaques. Et incluses, oui. Avec pas mal d'inclusions. Les indices de réfraction ne sont pas très élevés. Donc 1,56 à 1,60 à peu près pour la fourchette. Donc les propriétés sur lesquelles on va s'attarder un tout petit peu, qui sont vraiment très importantes pour la joaillerie, puisque c'est grâce à elles en fait, qu'on peut utiliser des gemmes sur les bijoux pour supporter le port quotidien. Donc ce qu'on appelle la durabilité, donc, qui sous-entend la dureté, la ténacité et la stabilité. Donc la dureté, c'est 7,5 sur l'échelle de Mohs. Bon, ce qui est une dureté qui est assez honorable. La ténacité, c'est la résistance à la cassure. Alors pour le coup, l'émeraude a une ténacité qui est moyenne à faible, généralement à cause de la quantité élevée de caractéristiques internes qui vont la fragiliser. Et quant à la stabilité, elle est plutôt faible. La stabilité, c'est la résistance à la lumière, à la chaleur et aux produits chimiques. Et donc, l'émeraude, par exemple, ne supporte pas les hautes températures. Et donc, il faut la traiter avec beaucoup d'égards, notamment quand on la porte sur un bijou, que ce soit à cause de la ténacité ou la stabilité. Voilà. Et cette fragilité à la chaleur explique aussi qu'il n'existe pas de traitement thermique, par exemple, pour les émeraudes. On verra par la suite qu'il existe des traitements et des mises en beauté de l'émeraude, mais pas de traitement thermique en tous les cas. Donc cette faible, la dureté qui est élevée mais en même temps raisonnable permet notamment... En fait, c'est une gemme qui est assez appréciée des lapidaires en général. Les lapidaires que je connais, ils aiment bien tailler les émeraudes, justement parce que c'est pas trop dur. Bon, après, c'est challengeant à cause des inclusions. On va en reparler. Et ça permet du coup aussi, par exemple, d'avoir ces exemples de gravures comme on le retrouve ici, en fait. Tout à fait. Alors, on va peut-être s'intéresser à comment on peut tailler l'émeraude ou comment on peut l'utiliser sans la tailler, en fait. Aussi. Alors, en fait, l'émeraude, c'est une gemme qui a été découverte à la fin de l'Antiquité, peut-être par les Grecs. C'est surtout les Grecs la connaissaient déjà, puisque Théophraste, au IVe siècle avant notre ère, dans son traité sur les pierres, parle de l'émeraude. Pline l'Ancien développera davantage. On sait que l'état des connaissances était plus important à l'époque de Pline. Ce qui est remarquable, c'est que cette gemme va être mise à la mode, en fait, particulièrement par l'empereur Néron au Ier siècle, dont la couleur préférée était le vert et dont l'émeraude va être la gemme de prédilection. Et donc il va lancer une mode pour les bijoux en émeraude, et cette mode va se déployer en fait dans tout le bassin méditerranéen et dans toutes les régions romanisées.
Et on va retrouver des bijoux qui se ressemblent beaucoup dans toutes ces zones géographiques, qui sont généralement sertis d'émeraudes brutes, qui sont juste percées au niveau de l'axe C, et ensuite qui sont fixés par des fils d'or, comme on peut le voir sur cet exemple, donc d'un bracelet avec une technique typiquement romaine, la technique de l'opus interacillé, et les prismes d'émeraude naturels qui sont percés et fixés. Alors ces émeraudes brutes de forme hexagonale, qui sont effectivement très belles, parfois je trouve qu'il est dommage de les tailler tellement elles sont belles, va inspirer la joaillerie encore aujourd'hui. Et nous avons choisi un exemple récent, issu de la collection Palais de la Chance de Van Cleef & Arpels, cette broche souffle de nuages. On voit le corps en fait serpentin d'un dragon qui s'enroule autour de magnifiques prismes d'émeraude. Et ce qui est très intéressant d'un point de vue esthétique ici, c'est que ces prismes ont une couleur qui n'est absolument pas homogène. Il y a une très forte zonation de couleurs qui est vraiment marquée et qui montre donc des contrastes de couleurs très intéressants artistiquement parlant. Et ce qui est intéressant aussi d'un point de vue scientifique, c'est que cette couleur qui n'est pas homogène, cette zonation de couleurs, va de haut en bas en fait sur le cristal, alors qu'on est plutôt habitué à avoir un color zoning ou une zonation de couleurs du centre vers le bord du cristal. C'est ce qu'on retrouve ici avec un bord qui est souvent plus coloré que le l'intérieur. centre. Ouais. Et ce qui a du coup un impact direct sur la taille de l'émeraude. Et quand on taille une émeraude, souvent on pense à la taille émeraude, qui a été développée à la base pour l'émeraude, avec plusieurs buts. Déjà un premier but d'optimiser par rapport au brut, d'être sur quelque chose de proche de la forme du brut pour pouvoir optimiser le poids, puisqu'on achète toujours les pierres au poids. Également en termes de proportion pour ce qui va être la brillance, parce qu'on disait que quand même l'indice de réfraction n'était pas si élevé que ça, donc il faut optimiser au maximum. Donc on voit là sur les différents schémas qu'en fonction de la profondeur, si la pierre est plutôt plate ou plutôt épaisse, ça va avoir un impact direct sur la brillance. Le but étant d'avoir une taille optimale où la lumière va rentrer, rebondir une première fois, rebondir une deuxième fois et ressortir. Donc il y a aussi ce but-là. L'autre idée était également d'avoir une taille qui va éviter un petit peu d'avoir des casses, des fractures, en ayant donc une taille rectangulaire à pans coupés. Et puis également ça permet vraiment de rentrer dans la matière, d'avoir une couleur incroyable au niveau des pierres avec cette taille à degrés. Voilà, les tailles à degrés, c'est vraiment les tailles qui mettent le plus en valeur en fait la couleur des gemmes. Et c'est vrai, comme tu le dis très justement, on peut plonger vraiment dans la matière. Mais on peut également tailler l'émeraude d'autres manières, comme avec le cabochon par exemple. Voilà, il y a d'autres styles de taille qui sont particulièrement adaptés à l'émeraude. Donc un style de taille assez ancien, la taille cabochon, qui consiste en fait en un polissage régulier. Donc un dôme qui peut avoir une forme ronde, comme c'est le cas sur l'exemple de cette bague. Donc il s'agit d'une bague de la Renaissance, donc le corps de bague en or partiellement émaillé. Cette bague est en exposition en ce moment donc, à Dubaï. Et donc on voit bien le principe de la taille cabochon qui permet de mettre en valeur la couleur de la gemme avec une certaine texture, une certaine douceur de la matière. C'est souvent très séduisant, notamment quand c'est combiné par contraste avec des pierres à facettes. Autre technique qui est utilisée aussi depuis l'Antiquité, c'est l'art de la glyptique, donc l'art de graver les émeraudes. Et donc les Romains déjà gravaient donc des émeraudes, et cet art va atteindre une sorte d'apogée, notamment avec les Moghols, donc l'empire moghol qui commence au XVIe siècle et qui s'achève à peu près au milieu du XIXe siècle quand les Anglais arrivent en Inde. Et les Moghols, on reparlera tout à l'heure de Shah Jahan, mais vont exceller en fait dans l'art de la glyptique sur émeraude. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement ces bijoux indiens vont énormément inspirer la joaillerie française à l'époque Art déco. Et ici, on a un gouaché qui est aussi présenté dans l'exposition et qui présente un bracelet donc d'inspiration indienne avec une combinaison typique de l'époque, platine, diamant et émeraude gravée.
et on peut souligner cette forme hexagonale. Oui, c'est vraiment intéressant d'avoir gardé cette forme en lien avec le brut, peut-être pour essayer d'optimiser encore une fois, mais en même temps, l'hexagone est tellement parfait que c'est tentant de le garder. Et puis on ne peut difficilement pas parler de comment tailler l'émeraude sans aborder quand même le certi mystérieux, donc, qui a été développé par la maison Van Cleef & Arpels dans les années 30. Et donc on a ici différents exemples de ces certis mystérieux, avec un certi mystérieux plus traditionnel à droite, et dont le gouaché d'ailleurs est présenté à l'exposition, ou avec la version du certi mystérieux navette, qui est un exploit en termes de réalisation. Oui, en fait, le certi mystérieux depuis les années 30 a beaucoup évolué, les différents brevets ont été déposés. Et le certi navette, c'est une des dernières techniques qui a été mise au point. Et alors bon, le certi mystérieux a été développé d'abord avec les corindons, en particulier le rubis. Les premiers exemples sont en rubis. Le saphir, qui est de la même espèce minérale, convient parfaitement aussi parce que ce sont des gemmes qui sont dures et très tenaces. Ils ont vraiment une résistance au choc excellent, les corindons. Ce n'est pas vraiment le cas de l'émeraude, donc c'est beaucoup plus challengeant. C'est vraiment une prouesse technique de réussir à faire cette pièce avec ces émeraudes qui sont taillées donc en navette, avec une taille très particulière, donc cabochon sur la partie visible, un cabochon avec une arête. Et puis la culasse en fait est taillée à degrés et on a des gorges en fait qui sont creusées de part et d'autre et qui permettent en fait au joaillier de faire coulisser en fait les navettes d'émeraude sur la structure métallique de manière à la cacher complètement. Et donc ce clip pomme de pin qui a été réalisé en 2018 est une véritable prouesse technique et un chef-d'œuvre de la joaillerie. Et on retrouve une émeraude gravée au sommet de la pomme de pin en plus. Absolument. Donc la boucle est presque bouclée. Et donc ce qui nous amène à la question de l'importance de la couleur verte. Oui. Alors la couleur verte, donc c'est une couleur qui est très importante dans les différentes civilisations. Et l'émeraude, c'est une gemme qui a toujours été appréciée justement pour sa couleur. Donc on va en parler un petit peu, notamment des différentes symboliques liées au vert, à la couleur verte dans les différentes civilisations. Enfin, on ne va pas faire une exploration complète évidemment du sujet parce qu'on a malheureusement assez peu de temps. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est cette notion donc, de jardin, donc les inclusions, les caractéristiques internes de l'émeraude. Et c'est la seule gemme pour laquelle on va qualifier ces inclusions donc, de jardin en référence donc, au paysage que l'on peut observer à l'intérieur donc, de ces gemmes. Parce qu'une émeraude est déjà rare, mais une émeraude sans inclusion, c'est le summum de la rareté. Absolument. La quasi-totalité des émeraudes ont des inclusions, mais qui, en plus, avec cette taille émeraude où on plonge dans la matière, deviennent des paysages et des mondes à part entière. Mais ces inclusions, à la base, apportent énormément d'informations d'un point de vue scientifique. Parce que ces inclusions peuvent être protogénétiques, donc formées avant la formation du cristal, cisgénétiques, donc formées au même moment que la formation du cristal, ou épigénétiques, après la formation du cristal. Donc déjà, on a ces informations-là. Mais en plus, on va également avoir des informations différentes, puisque les inclusions peuvent être liquides, gazeuses, solides, ou les deux, ou les trois à la fois, puisqu'on peut avoir des inclusions biphasées, triphasées. Et puis, ces inclusions, elles vont donner des informations sur l'identité de la pierre. Bon, alors là, on sait que c'est des émeraudes, mais également sur leur naturalité, sur leur traitement, ou encore sur leur origine. Est-ce que c'est des émeraudes de Zambie, de Colombie, de Russie, de Madagascar? La liste est longue, mais en tous les cas, ça aura une influence sur la suite, sur le prix de ces pierres. Mais au-delà de l'aspect scientifique et des informations qu'on en obtient, c'est aussi source de beauté, d'admiration, d'objet de contemplation. Et donc avec Marie-Laure, on voulait vous proposer de découvrir cette expérience, parce que quand on va à l'exposition à Dubaï, on peut littéralement se balader dans un jardin d'émeraude avec cette scénographie autour des inclusions
peut même prendre des photographies, des photomicrographies à la fin de l'exposition d'inclusion d'émeraudes. Parce qu'il y a un microscope qui est à la disposition du public avec des émeraudes à observer. Exactement. Et donc, on voulait vous proposer de vivre un petit peu cette expérience. On a sélectionné des photomicrographies d'inclusion d'émeraudes qui ont été prises en photo par différents laboratoires de gémologie et de vous proposer une lecture pendant ce temps-là. En fait, on va lire un peu Pline l'Ancien, parce que Pline l'Ancien, c'est quand même fondamental. Il faut des fois revenir aux bases. Exactement. Alors, tu peux lancer, voilà. Selon Pline l'Ancien, donc dans l'Histoire naturelle, écrite donc au 1er siècle, l'émeraude est au 3e rang après le diamant et la perle dans l'ordre de la préciosité. Pour quelle raison ? Il n'est point de couleur plus agréable à l'œil, car bien que la vue se fixe avidement sur le vert des herbes et du feuillage, on goûte infiniment plus de plaisir à contempler des émeraudes. Aucune nuance verte n'étant verte si on la compare à cette pierre. De plus, entre toutes les pierreries, c'est la seule qui repaisse l'œil sans le rassasier. Et même quand on s'est fatigué en regardant avec attention quelques objets, on se recrée la vue en la portant sur une émeraude. Les lapidaires n'ont rien qui leur repose mieux les yeux, tant cette douce nuance verte calme la fatigue de l'organe. De plus, vues de loin, les émeraudes paraissent plus grosses, communiquant à l'air ambiant une teinte verte. Ni le soleil, ni l'ombre, ni les lumières, rien ne les change. Elles ont toujours un éclat modéré. Elles laissent pénétrer le regard, transmettant facilement, par leur épaisseur, la lumière, ce qui nous plaît, même dans l'eau. L'empereur Néron regardait avec une émeraude les combats des gladiateurs. Voilà, donc nous plongeons dans le vert, dans les magnifiques paysages d'inclusion des émeraudes. En finissant par une inclusion d'émeraudes de Zambie. Alors pour mettre en valeur la transparence et la couleur des émeraudes, pas beaucoup d'alternatives finalement pour mettre l'émeraude en beauté. Est-ce que tu peux nous en parler ? Bien sûr. Alors en fait, l'idée va être en l'occurrence d'essayer d'améliorer l'aspect de pureté de ces émeraudes et en particulier par rapport aux fractures. Parce qu'on a parlé des inclusions, mais il y a également souvent de très nombreuses fractures dans les surface. Et donc, pour celles qui affleurent à la surface, on va pouvoir faire quelque chose. L'idée va être de remplir ces fractures par une substance qui va lisser l'aspect. On voit là sur les avant-après les photographies l'effet presque drastique de ces mises en beauté. En fait, l'idée, c'est que si on met un liquide qui va avoir un indice de réfraction proche de celui de l'émeraude, l'œil ne va pas voir la différence optique en quelque sorte, et donc va avoir l'impression d'une continuité de matière. Alors, la première solution, c'est de remplir avec des matières organiques, de l'huile par exemple, même si je crois que Pline l'Ancien avait d'autres recettes également à ce sujet. Et du vin. Alors, ça devait être assez peu pérenne comme manger et boire dans l'émeraude. Mais en tous les cas, on pourrait utiliser pas mal de types d'huile sur le principe, que ce soit de l'huile de noix de coco, d'arachide, de sésame. Le problème de ces huiles, c'est qu'elles se dégradent assez vite dans le temps et donc l'effet ne resterait que pendant quelques semaines. Oui. Alors que si on utilise ce qu'on appelle la cedar oil, c'est une huile l'huile de cèdre, on aurait une matière plus visqueuse, plus stable et qui va rester dans les fractures plus longtemps. En sachant que l'idée, c'est qu'en fait, cette huile, on peut la nettoyer, on peut la retirer et qu'on est sur quelque chose qui n'est pas permanent, en fait. On va pouvoir nettoyer, remettre ou ne pas remettre. Et donc, c'est pour ça qu'on va considérer que c'est une pratique traditionnelle et non pas un traitement. Alors que de manière plus récente, sur le même principe, on a utilisé d'autres matières, de la paraffine et des résines de synthèse. Et ensuite, ça a amené à tester d'autres choses, des polymères et des résines, avec l'inconvénient que ça devient par contre permanent. On ne va pas pouvoir retirer la résine, avec du coup aussi une question de la stabilité de ces résines à long terme, puisque les résines peuvent, comme tout polymère, jaunir, se dilater ou se rétracter. Et donc dans ce cas-là, on est sur un cas de traitement en fait. On n'est plus sur une mise en beauté, on est sur un traitement de la pierre. Et ce qui du coup amène aussi à la question de la détection
de ces techniques. Et donc les laboratoires, ou même un gémologue, peut observer ces choses, mais l'avantage du laboratoire, c'est qu'il va même pouvoir déterminer la matière dans les fractures. Et la quantité de matière. Et la quantité de matière. Et donc il y a 4 niveaux qui ont été considérés: non, minor, moderate and significant. Voilà, donc ces niveaux de traitement. Alors généralement, quand on apporte une émeraude au laboratoire, donc la première chose qu'on va demander, c'est la nature donc, de la substance qui remplit les fractures. Oui. Alors, il y a des laboratoires qui spontanément donnent la nature, d'autres pas. Oui. Donc il faut le savoir, et surtout de déterminer la quantité de substances contenues dans l'émeraude. Et sur le haut de gamme, on n'utilise que des émeraudes qui sont non, donc sans remplissage, ou des minor, voilà. Donc avec une très faible quantité. Les traitements avec résine sont des traitements récents, qui datent de la fin du XXe siècle. Et qui ont été au début en fait beaucoup pratiqués, et on s'est aperçu en fait que ça pouvait vraiment fragiliser les pierres, et aujourd'hui c'est quand même moins pratiqué qu'avant. Exactement. Et donc, dans tous les cas, l'idée était d'avoir des pierres vertes de plus en plus belles. Et donc, on est toujours autour de cette question de la couleur verte. En fait. Cette question du vert, donc l'émeraude, c'est une gemme particulièrement importante dans le monde musulman, en particulier parce que la couleur verte est associée au prophète Mahomet. Donc c'est une couleur qui est hautement positive et symbolique de l'islam, qu'on va retrouver notamment dans les drapeaux des pays musulmans. Et l'émeraude a toujours été particulièrement appréciée dans le monde musulman. L'un des moments les plus remarquables de l'utilisation de l'émeraude dans les bijoux par des peuples musulmans, c'est notamment à l'époque donc, des Moghols. Donc les Moghols, les Perses et les Ottomans vont avoir un goût particulièrement fort pour cette gemme. Et ici, nous avons donc choisi un exemple moghol, donc un portrait de Shah Jahan, qui est probablement l'empereur le plus célèbre de toute l'histoire moghole, qui règne pendant la première moitié du XVIIe siècle sur l'Empire. L'Empire moghol donc, a été fondé au début du XVIe siècle par Babur. Et cette civilisation va développer un goût particulier pour les gemmes qui sont associées en fait à la représentation du pouvoir. Et puis il y a aussi l'importance des croyances dans les pouvoirs des gemmes, les pouvoirs magiques, les pouvoirs thérapeutiques. Et sur ce portrait, donc, Shah Jahan est littéralement couvert de joyaux, et il est en train donc, de contempler une très grande émeraude gravée. Qui pourrait être, je ne dis pas que c'est, mais en tout cas ça pourrait être la grande émeraude que nous vous présentons à côté, donc, qui est aujourd'hui conservée au musée du Qatar, de Doha. Et cette émeraude donc, est gravée d'un côté avec une sourate du Coran, donc en arabe, l'arabe étant la langue religieuse chez les Moghols, alors que leur langue de communication, la langue de leur culture, c'est plutôt le persan, qui est la langue de la poésie, la langue de la diplomatie. Et l'autre côté donc, de l'émeraude est gravé avec un décor de feuillage et de fleurs, des fleurs de pavot, des œillets. Ces décors floraux sont très importants et font allusion en fait, à l'idée du paradis. Et en persan, en fait, le jardin se dit Pardez, qui est probablement donc, l'origine de l'étymologie du mot paradis. Donc ce vert jardin des émeraudes. Ce qui nous amène à un autre exemple d'utilisation de l'émeraude dans ce monde musulman. Absolument, et donc ici il s'agit d'une couronne qui a été réalisée par la maison Van Cleef & Arpels à la demande du Shah d'Iran en 1967 pour le couronnement de la Shah Banu, Farah Diba.
donc cette couronne a été réalisée entièrement à Téhéran, puisque les pierres ne pouvaient pas sortir du pays, donc dans le trésor qui est à la Banque nationale de Téhéran encore aujourd'hui. Les joyaux de la couronne d'Iran, l'essentiel de cette collection provient des trésors des Moghols, puisque au début du XVIIIe siècle, en 1738, Nadir Shah, donc le Shah de Perse, va conquérir Delhi et va récupérer en fait la plupart des grandes gemmes et des pièces exceptionnelles des collections des Moghols, comme le trône du Pan par exemple et les grands diamants, et beaucoup de perles, d'émeraudes, de spinels, de gemmes merveilleuses. Et pour cette couronne, ainsi que le collier et les boucles d'oreilles qui ont été réalisées pour la Shabanou à l'occasion du couronnement, eh bien, ont été sélectionnés des émeraudes moghols exceptionnelles que l'on peut voir donc, sur cette réplique qui fait partie de la collection Van Cleef & Arpels. On peut aussi voir Jacques Arpels, donc admirant le résultat donc, de cette commande qui a été réalisée très rapidement, en quelques mois. Les joailliers prenaient l'avion pour aller à Téhéran réaliser la pièce. Et le gouaché est présenté dans l'exposition donc, à Dubaï. Exactement. Donc l'émeraude est associée au pouvoir, en tout cas dans le monde musulman. Alors au pouvoir, mais également à la vue, à la vision. Alors dans le monde occidental, l'émeraude, c'est pas, enfin, si on parle de gemmes liées au pouvoir, moi je penserais plutôt diamant, je penserais plutôt gemmes rouges et je penserais plutôt saphir. Mais par contre, c'est vrai que depuis l'Antiquité, en particulier depuis Pline, dans l'extrait que j'ai lu, Pline associe directement l'émeraude au sens de la vue. Et en fait, dès les Romains, on utilise l'émeraude, on broie l'émeraude en poudre, évidemment pas les émeraudes de qualité exceptionnelle, et on en fait des baumes pour soigner les problèmes ophtalmiques. Et cette histoire de Néron qui regarde une émeraude en même temps qu'il admire les combats des gladiateurs, donc il y a eu des interprétations diverses et variées. Certains ont dit qu'il regarde à travers une émeraude. Je pense qu'il n'aurait pas vu grand-chose à travers une émeraude. Et Michel Pastoureau a une autre thèse. Il pense que Néron se reposait les yeux, parce qu'il passait des heures au cirque à regarder les combats, et il se reposait les yeux en contemplant une émeraude. Et ce qui est intéressant, c'est que de nos jours, les blocs opératoires sont en couleur verte, et il se raconte que c'est parce que c'est la couleur complémentaire du rouge, du sang, pour apaiser la vue des chirurgiens. Alors, à vérifier, mais on serait toujours dans cette idée de la couleur complémentaire. Et la couleur liée à la vue, et ce qui est aussi intéressant à souligner, c'est que les premières lunettes de soleil ont été créées à Venise au XVIIIe siècle, avec du verre de couleur verte, le verre de Murano de couleur verte. Et donc récemment, en 2021, cette paire de lunettes en émeraude et diamant a été proposée par Sotheby's, histoire de voir la vie en verre, comme Dorothy et ses amis dans Le Magicien d'Oz, qui en arrivant à Emerald City, eh bien, on voit la vie en verre en mettant des lunettes vertes. Mais aussi, l'œil humain, en fait, est beaucoup plus sensible au domaine du vert. C'est pour ça qu'on a choisi ce graphique au milieu. Alors, les théories sont nombreuses. Pour certains, ça serait que l'homme, étant censé vivre dans la nature, aurait dû avoir une plus grande sensibilité à la couleur verte. Peut-être. En tous les cas, le fait est que nos cônes sur la rétine sont plus sensibles à la couleur verte. Donc, peut-être aussi, encore une fois, qu'on peut trouver un lien à ce niveau-là. Une autre symbolique pour l'émeraude, qui personnellement m'avait plus surprise quand tu l'avais évoquée la première fois, c'est la relation avec l'amour. Oui, alors l'émeraude dans le monde occidental, c'est une gemme qui est associée à l'amour, mais pas n'importe quel amour, à l'amour chaste. Et dans les lapidaires, donc les textes du Moyen-Âge, de la Renaissance, qui décrivent les propriétés et les vertus des gemmes, donc chez Marbotte par exemple, donc Marbotte dit que c'est une gemme qui est efficace pour lutter contre la luxure. Jean de Mandeville dit qu'il faut éviter de porter une émeraude pendant un rapport sexuel, sinon elle risque de se briser. Et à la Renaissance, Marcille Ficin, qui est un philosophe néoplatonicien très important pour l'histoire de la pensée de la Renaissance, dans un traité qui s'appelle De Vita Triplici, va associer l'émeraude à Vénus.
Alors Vénus, c'est la déesse de l'amour, mais c'est la déesse de l'amour au sens large. Donc elle est associée à l'amour charnel, à l'amour humain, mais elle est aussi associée à la luxure et elle est associée à l'amour divin. Et donc là, on voit un détail d'un tableau de Bronzino qui montre Vénus coiffée d'un diadème serti de perles et d'émeraudes, qui sont donc les deux gemmes qui lui sont associées. Et le vert et l'émeraude sont aussi associés à l'amour des jeunes, les jeunes amoureux, notamment au Moyen-Âge. Donc, c'est la couleur du printemps et c'est la couleur donc, des jeunes amours. Et voilà, aussi plus tardivement. Et donc, cette broche exceptionnelle, ce fermail du XVe siècle, qui est conservé au Metropolitan Museum, donc, qui est centré d'une émeraude de perles, et on peut identifier les lettres du mot qui composent le mot amor. Voilà, donc c'est un bijou probablement matrimonial. Et donc, ce qui nous pousse à partir à la poursuite des émeraudes. Ah, ça, forcément. Alors, d'un point de vue, peut-être qu'on peut commencer d'un point de vue plutôt historique avec les gisements, puisque bien évidemment, les gisements historiques peuvent s'être taris ou à l'inverse continuer d'être utilisés. Et donc, certains de ces gisements ne sont plus forcément exploités de nos jours. Ensuite, on pourra parler des gisements contemporains, pour le coup. Et dans ces gisements historiques, on peut évoquer ceux d'Afghanistan, Pakistan, Égypte, on aurait pu mettre Autriche également. L'Autriche aussi, oui. Et puis la Colombie. Alors peut-être tu peux nous en dire davantage sur ces mines anciennes. Alors, les premières émeraudes, donc il y a des gisements décrits par Pline l'Ancien, même par Théophraste d'ailleurs, avant Pline. Alors, le problème dans les textes anciens, c'est que en fait, le mot émeraude ne désigne pas que l'émeraude au sens scientifique du terme, variété verte du béryl, mais aussi d'autres pierres vertes. Et donc, ce n'est pas toujours évident en fait, de faire la différence. Mais en fait, grâce à des analyses gémologiques qui ont été opérées notamment par Gaston de Giuliani depuis une trentaine d'années sur des émeraudes historiques, on est en mesure en fait, d'identifier leur origine géographique. Et donc on sait que parmi les émeraudes qui sont montées sur des bijoux de l'époque romaine ou après au Moyen-Âge sur des objets précieux, eh bien, on trouve des émeraudes égyptiennes. Donc les gisements ne sont plus exploités aujourd'hui, mais enfin on connaît leur localisation. Donc ici un exemple, donc un portrait du Fayoum. Alors, de nombreux portraits, donc c'est des portraits des défunts. Et c'est très intéressant pour l'histoire du bijou à l'époque romaine parce que sur ces portraits de défunts, on voit les bijoux, de la manière, quelle était leur forme, quelle était la façon dont ils étaient portés. Et ces colliers d'émeraude brutes, donc juste percés, comme on a vu tout à l'heure l'exemple de ce bracelet. L'émeraude dite de Saint-Louis, qui est conservée au Muséum national d'histoire naturelle, qui provient des joyaux de la couronne de France, elle a été identifiée comme provenant des mines autrichiennes. Et puis, sur cette couronne reliquaire conservée à Namur, eh bien, la magnifique émeraude que vous pouvez voir, la plus grande sur l'objet, sur le détail de l'objet, a été analysée et elle provient en fait des mines du Pakistan. Et Pline en fait parle des émeraudes d'Égypte, de Scythie et de Bactriane. Donc la Bactriane étant une région qui, à l'époque des Romains, couvre à peu près la zone de l'Afghanistan et du Pakistan. Les émeraudes de Scythie, est-ce que c'est l'Autriche ? En fait, il y a encore beaucoup d'interrogations par rapport à tout ça. Et puis par la suite, les Européens, les Occidentaux ont découvert le Nouveau Monde, en fait, et les gisements d'émeraudes qui étaient existants à ce qui correspond à l'actuelle Colombie. Voilà, donc la Nouvelle-Grenade. La Colombie actuelle, donc les Espagnols arrivent au XVIe siècle. Les mines de Colombie d'émeraude sont connues par les populations indigènes, donc les différents peuples. Là, sur cette carte, on voit la localisation notamment des Muisca, des Quimbaya, de toutes ces civilisations donc précolombiennes qui connaissaient les émeraudes et qui les utilisaient. Et il y a un très joli mythe de fondation concernant l'origine des émeraudes, le mythe de Fura et Tena. Donc, si vous voulez d'ailleurs en savoir davantage, n'hésitez pas à consulter donc, le site de l'école parce qu'il y a des vidéos, beaucoup de vidéos qui traitent de l'émeraude et notamment qui racontent le mythe de Fura et Tena, qui est le nom qui a été donné aux deux montagnes que l'on trouve dans la région de Muso, dont vous pouvez admirer le paysage là.
Et donc, en fait, les émeraudes, ce sont les larmes en fait, de Fura et de Tena qui sont représentées donc, sur ce masque funéraire donc, du Pérou pré-Inca. Et on va retrouver ces formes donc, de gouttes aussi sur des objets qui sont dédiés en fait, notamment à la Vierge, comme la couronne des Andes qui est conservée au Metropolitan Museum de New York. Et donc la Colombie qui fait toujours partie des gisements contemporains, puisque c'est le premier producteur d'émeraudes de nos jours. Entre 40 et 60% des émeraudes sont de Colombie. On va également parler de la Zambie et du Brésil, mais on voulait surtout vous montrer deux émeraudes qui font partie de la collection de l'école et qui sont ici. Une première qui est une émeraude qui vient de Colombie, de museau, mais également une émeraude qui vient de Madagascar et qui se défend à côté de sa congénère, pour vous montrer que on va parler de 3 gisements aujourd'hui, mais en fait il en existe bien d'autres, d'émeraudes plus ou moins importants, mais avec des qualités qui peuvent être tout aussi intéressantes que la Colombie, même si historiquement et en termes de production ça reste la Colombie qui est la plus recherchée et le plus important. Et aussi l'origine géographique la plus prisée encore aujourd'hui sur le marché, parce que pour les pierres de couleur, eh bien, l'origine géographique fait aussi partie donc des critères d'évaluation. L'évaluation, exactement. Alors la Colombie, donc, comme tu l'indiquais, qu'on retrouve ici, avec actuellement autour de 200 gisements en exploitation, parmi les plus connus, Museau, Chivor, Cosquez, Cunas aussi également, en fait, qui sont les gisements historiques. Et donc on a la chance à l'école d'avoir cette émeraude brute, donc un cristal automorphe parfaitement formé, de Colombie de Museau, qui est quand même assez important, 13,23 grammes, et qui est présenté dans l'exposition émeraude à Dubaï. Et Museau reste la mine la plus productive de Colombie. Exactement. Donc elle a une longévité remarquable, cette mine. Et enfin, il y a plusieurs mines. Et puis donc le deuxième pays producteur, donc la Zambie, plutôt autour de 30% de la production mondiale, avec en fait 2 zones de production, Kafubu et Musakashi. Alors ce qui est intéressant, c'est que géologiquement, en fait, c'est complètement différent sur les deux zones. Mais Kafubu, qui est peut-être l'une des plus importantes, qui est celle qui est opérée par Gemfields, dont on parlait de ce brut incroyable en début de la présentation, et avec des émeraudes qui peuvent être également de qualité extraordinaire. Alors on vous a mis un exemple parmi tant d'autres, avec cette bague onde d'émeraude faite par Van Cleef & Arpels, et une émeraude de 5,47 carats, d'une couleur incroyable, d'une pureté incroyable. Et puis le troisième pays producteur, à savoir le Brésil, qui par rapport à l'émeraude a en fait une histoire un petit peu particulière, puisque les Portugais qui arrivent au Brésil dans les années 1500 espèrent trouver des émeraudes comme les Espagnols en Colombie, donc commencent à organiser des explorations dans l'intérieur des terres. Ils vont trouver des cristaux verts, ils vont les ramener au Portugal, mais en fait c'était des tourmalines vertes, même s'ils les ont appelées, si on traduit du latin, espèce de variété, espèce d'émeraude brésilienne. Mais dans les faits, en fait, les émeraudes brésiliennes vont être trouvées dans les années 60, en premier lieu à Salininha. Mais en fait, ces émeraudes qui sont trouvées, à la base, on ne sait pas que c'est des émeraudes vraiment. On sait que c'est des béryls verts dont la couleur est due au vanadium. Question, est-ce qu'on peut les appeler émeraudes ? Et c'est Jules Roger Sauer qui va les envoyer en 1963 au GIA, au Gemological Institute of America, et donc le laboratoire qui va rendre un rapport indiquant que ce sont des émeraudes, ce qui va faire date en fait d'un point de vue de définition. Tout à fait. Puisque c'est à partir de ce moment-là qu'on va considérer que les émeraudes peuvent être colorées pas seulement par le chrome mais également par le vanadium, et ce qui va du coup déclencher une recherche de l'émeraude brésilienne avec entre les années 60 et 70 une dizaine de gisements trouvés, et entre autres le gisement d'Itabira qui est à Minas Gerais, dans l'état de Minas Gerais, qui veut dire mine générale, donc il y avait déjà les pierres dans l'air à ce niveau-là. Oui. C'est une région qui est très riche en gemmes. Exactement. Et donc la mine de Belmont qui est à Itabira, qui est l'une des mines les plus productives au Brésil de nos jours, avec une exploitation aussi bien à ciel ouvert
que souterraine. De type industriel, vraiment important en production, et avec des pierres, des émeraudes brésiliennes qui, en termes de qualité, se défendent totalement. Là, on a 2 exemples, avec une qui est certes plus pâle en couleur, mais en termes de transparence incroyable, en termes de dimension aussi, 9,22 carats et 39,85, et qui se défendent complètement. Et ce qui nous amène peut-être à partir rêver d'émeraudes d'exception, et en particulier de ce collier. Voilà, pour finir cette présentation donc, autour des jardins d'émeraude, nous avons choisi donc de vous présenter ce collier. Vous parlez de ce collier créé par Van Cleef & Arpels en 1929, qui est totalement donc, emblématique des créations art déco inspirées des bijoux indiens, moghols en particulier. Combinaison donc, alors la modernité, le platine associé au diamant avec ces gouttes d'émeraude, donc façonnées d'une manière traditionnelle, avec un polissage plus ou moins régulier, mais qui permet de donner une texture, une matière assez unique en fait à cette gemme. Et d'assumer complètement les inclusions. Absolument. Et les inclusions ne sont pas des défauts, ne sont pas des impuretés. Ça fait vraiment partie de la personnalité en fait de ces gemmes. Et ce collier donc, est particulièrement raffiné. D'ailleurs, le détail du contrepoids à l'arrière que l'on peut voir mis en évidence dans cette publicité qui a été publiée dans les années 30 par la maison. Alors, le collier est intéressant parce qu'il a aussi appartenu à la princesse Faïza d'Égypte qui est tombée amoureuse de lui en 1947 et qui l'a acheté pour elle. Et aujourd'hui, donc, ce collier fait partie de la collection Van Cleef & Arpels et c'est une des pièces majeures qui est présentée donc, dans l'exposition Garden of Emerald à Dubaï. Et ce qui nous amène peut-être à parler de la prochaine exposition qui a lieu à Hong Kong et qui sera le sujet de la prochaine conférence en ligne le 11 janvier. Voilà, donc l'exposition est ouverte depuis quelques jours. Il s'agit d'une collection privée de bijoux exceptionnels qui est donc présentée sur le campus de Hong Kong. Exactement. Alors, avant de prendre vos questions... on avait quelques livres qu'on souhaitait partager avec vous. Quelques publications de l'école. Pas que de l'école d'ailleurs, mais on va commencer avec une publication de l'école. Donc, Héloïse Gaillou et Didier Nectou qui viennent de publier ce livre, enfin il y a quelques mois déjà, sur la collection exceptionnelle du musée donc, de l'école des mines. Donc, qui est prêteur de l'exposition Garden of Emerald. Qui est prêteur absolument de l'exposition. Nous avons donc ce nouvel ouvrage qui vient d'être traduit en anglais d'ailleurs, de François Farge et Olivier Segura. Donc, c'est un guide visuel sur les gemmes, un nouveau guide visuel. Olivier Segura qui est le commissaire de l'exposition. Qui est le commissaire de l'expo et qui est aussi le managing director de l'école Hong Kong Asie-Pacifique. Évidemment, le catalogue de l'exposition qui a été édité en collaboration avec la revue Canvas. Et donc, vous avez la version anglaise et la version donc, en arabe, avec des textes de Laetitia, et de Maria. Voilà, un texte de Adèle Haribo aussi, voilà. Et puis un dernier ouvrage la Bible qui pèse très très lourd, voilà. Voilà, on ne pouvait pas parler d'émeraude sans vous présenter cet ouvrage qui pour l'instant n'existe qu'en français, qui a été publié sous la direction donc, de Gaston Giuliani. Émeraude dans tout un monde, si vous voulez tout savoir sur l'émeraude. Historique, symbolique, géologique, scientifique, chimique. Voilà, donc texte aussi de Laetitia. Et de Marie. Et de plein d'autres excellents auteurs, voilà, et des grandes références du monde de la gémologie contemporaine, bien sûr. Voilà, donc nous vous remercions de votre attention et nous remercions aussi Céline et Laure-Hélène pour la modération. Et nous allons, avant de nous quitter, nous allons prendre quelques questions. Avec mes lunettes, ce sera mieux. Surtout des lunettes vers émeraude. Exactement. Alors, les questions.
Alors, une question gémologique. Quelle est la différence chimique entre la morganite et les béryls rouges des Wawa Mountains? Alors, les deux sont des béryls, les deux sont colorés au manganèse et la différence, c'est la quantité de manganèse présent. Il va falloir une teneur en manganèse plus importante pour pouvoir avoir la couleur rouge. Donc, c'est ça la principale différence entre les deux, c'est la quantité de manganèse. La teinte de l'émeraude est-elle liée uniquement au chrome ou au vanadium ou faut-il une association des deux pour obtenir une couleur optimale? En fait, ce qui est très intéressant, c'est que d'un point de vue de couleur, il y a une analyse qui existe qui s'appelle de faire des spectres optiques. On va regarder à travers tout le spectre de la lumière visible pour pouvoir avoir une idée de la cause de la couleur. Et si on fait cette analyse, en fait, on se rend compte que le spectre qui est dû au chrome ou qui est dû au vanadium est quasiment identique. Il y a des légères différences qui permettent de les identifier, mais très similaires. Donc en fait, la couleur sera assez proche, qu'on soit avec du chrome ou avec du vanadium. Après, il y a le fer qui va jouer un rôle important. Après, c'est le fer qui va venir contrebalancer la couleur, mais en tous les cas, chrome ou vanadium, ça sera similaire. Donc les émeraudes qui sont beaucoup plus bleutées, elles contiennent plus de fer? Alors, quand on va aller sur les émeraudes plus bleu lagon, entre guillemets, oui, là, c'est qu'on a une présence de fer qui va, selon les sites, influencer la couleur. Et donc, en fait, il y a des béryls verts où on ne sait pas forcément si c'est... Chrome ou vanadium? Non, entre l'aigue-marine et, oui, c'est ça, et l'émeraude. C'est le sujet de ton C'était le texte. sujet que j'avais développé à la suite de ma thèse, en effet, avec la difficulté de comment on appelle un chat un chat. Voilà. C'est vrai qu'avec les noms de variétés, c'est toujours plus compliqué. À l'instar du diamant, existe-t-il des émeraudes de synthèse? Bien sûr. C'est également un sujet d'article dans le catalogue de l'exposition pour le coup. C'est autour des années 60 à peu près qu'il commence à y avoir un développement des synthèses pour l'émeraude. Et donc il existe différentes techniques, hydrothermales, flux. En fait, on découvre bien avant comment les fabriquer, mais voilà, c'est vrai que de manière centimétrique, en fait, le boom est plutôt autour des années 60, parce qu'il y a toujours le moment où on développe la synthèse en tant que telle, et après le moment où on arrive à passer du millimétrique au centimétrique pour pouvoir les tailler par la suite. Alors, on a encore le temps pour une question. Comment déterminons-nous la provenance d'une émeraude? Ah, très bonne question. Alors, pour ce qui est des déterminations d'origine d'émeraude, la base pour un laboratoire, ça va être sa base de données, sa collection de pierres et sa base de données pour différentes analyses qui va lui permettre par comparaison de pouvoir déterminer l'origine géographique d'une pierre. Mais principalement, on va se baser sur la chimie. La présence, entre autres, ou non de fer va jouer, va permettre une grande séparation entre deux types de formations géologiques. Et ensuite, ça sera les inclusions, principalement la forme et leur nature qui vont permettre d'identifier le pays d'origine. Et puis les isotopes de l'oxygène. Alors ça, c'est le rêve absolu, mais d'un point de vue de vie de laboratoire, c'est quasiment impossible de l'utiliser de manière quotidienne. D'un point de vue de recherche, oui. En laboratoire, quand on demande un certificat, ça ne sera pas utilisé, en tous les cas pas de manière routinière en laboratoire, mais à savoir que dans certains cas, la difficulté est que la formation... En fait, on fait un traçage de la formation géologique, plus que du pays, et si la formation géologique est à travers différents pays, et ne s'arrête pas à la frontière, on va avoir du mal à identifier. Oui, bon après, c'est vrai que pour l'émeraude, on arrive plus facilement à déterminer notamment l'origine géographique que pour d'autres gemmes comme le saphir où c'est beaucoup plus compliqué. Puisque comme c'est une pierre assez rare, il y a assez peu d'options. On en revient toujours à ça. Pourriez-vous, on a encore le temps? Allez, une dernière. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous parler de Nicolas-Louis Vauquelin, chimiste et scientifique français, Laetitia? Allez, pour toi. Il y a que des questions pour Laetitia. Jackpot, on fait le tiercé gagnant des articles de ce soir. Oui, on peut parler de Nicolas-Louis Vauquelin, donc un chimiste minéralogiste. À l'époque, les scientifiques étaient souvent multicasquettes, mais qui a travaillé à la base avec René Justahui, donc plutôt cristallographie, qui émettait des hypothèses sur la possibilité que les aigues marines et les émeraudes soient un petit peu de la même famille. Il y avait des intuitions intéressantes. Ça sentait bon l'hexagone. Donc, l'idée a été de voir si chimiquement on pouvait aller plus loin. Ce que Nicolas-Louis Vauquelin a fait en appliquant les techniques d'analyse en fait, qui étaient
en train d'être développé par Antoine Lavoisier. Pour les Français, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, hein, la base de la chimie. Trois scientifiques français. Et donc, au cours de ces analyses, il va prouver qu'en effet, il y a probablement un lien entre les deux, le lien du béryl en fait. Et il va aussi découvrir deux éléments chimiques dont on a parlé ce soir, le beryllium, à l'époque il va appeler glucinum, et le chromium, chrome en français, son étymologie vient de chromos, la couleur. Chroma, ouais. Donc en fait on est déjà en lien avec cette idée qu'il comprend que le chrome va donner la couleur de l'émeraude. Qui apporte la couleur. Qui apporte la couleur. Chromophore. Voilà. Eh bien, merci à tous de nous avoir écoutés ce soir. Merci de votre attention. Voilà, de votre nous vous souhaitons une bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Merci à toute l'équipe.